Réduire la facture d'électricité et l'impact carbone des particuliers. Voilà le défi relevé par mes invités. Bonjour Marion de Rieder-Blondel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing et communication d'Engie France. À vos côtés, Alexandre Joly. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable du pôle énergie chez Carbone 4, le cabinet de conseil sur les enjeux énergie et climat qui a été fondé en 2007 par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Peut-être une petite question d'actualité, mais d'actualité qui va durer, flambée des prix du gaz, de l'électricité, des carburants. On est entré, est-ce que j'allais dire définitivement, dans l'ère de l'énergie chère, Alexandre? Ouais, c'est une grande question, une activité brûlante, mais la grande question, ça va être, j'ai pas la boule de cristal pour dire est-ce qu'on y reste pendant quelques mois, quelques années, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tendances lourdes derrière. Donc on peut parler des énergies fossiles qui vont être plus rares, qui vont être plus disputées par les pays émergents. Il va falloir aussi payer pour la pollution que ça génère. Les énergies renouvelables, c'est quelque chose qui est aussi plus cher intrinsèquement, parce que c'est moins dense énergétiquement. Il y a plus de main-d'œuvre. Donc c'est-à-dire qu'il y a ces tendances-là qui arrivent. Donc la question, c'est comment on y répond. Donc court terme, peut-être parce qu'on nous propose récemment, vision long terme, peut-être une société économe et sobre en énergie, ça pourrait être mettre tout le monde d'accord sur l'indépendance énergétique, sur peut-être moins rouler, moins passer de temps en voiture et peut-être plus profiter de ses environs. On peut penser à avoir plus d'emplois. Il y a des milliers de bonnes raisons pour avoir une société économe en énergie, pour peut-être réinventer un autre de demain. Et parmi les solutions qu'on invente et que vous inventez pour être effectivement plus économe en énergie, il y a cette solution de réduction de l'empreinte carbone. Peut-être pour commencer, à qui elle est destinée, Marion de Rieder-Blondel? Alors, nous, on travaille essentiellement sur les particuliers en France, et ce qu'on voulait, c'était leur donner les moyens de comprendre, en fait, l'impact de leurs actions. Et donc, Engie propose à ses clients, en particulier en France, qui les rejoignent en électricité, d'être systématiquement en électricité verte. Donc, on a aujourd'hui, on estime le plus gros portefeuille client en électricité verte. On pense qu'on a à peu près 2/3 du marché sur ce sujet-là. Et ces clients qui ont une électricité verte, on voulait qu'ils puissent comprendre à quel point, finalement, ça avait un impact sur leurs émissions de CO2. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à Carbone 4 de nous aider à calculer ça. Et le résultat, c'est qu'en 2020, les clients Engie qui avaient un contrat d'électricité verte, ils ont réduit leurs émissions carbone de 43% par rapport à un client du mix moyen réseau. Et donc, c'est déjà un premier pas qui est très intéressant, alors là, qui est sur la réduction de l'empreinte carbone. Et puis en plus, on peut faire d'autres choses pour réduire son empreinte carbone liée à l'énergie. C'est consommer moins et mieux. Enfin, consommer de l'électricité verte, c'est consommer mieux. Et consommer moins, c'est aussi possible. Et souvent, c'est possible sans forcément repasser à l'air avec les gros manteaux. Et ça, c'est aussi possible en conservant un certain confort. Donc bien sûr, on peut faire des travaux dans son habitation. Et puis il y a aussi des solutions qui sont plus accessibles pour tout le monde. Et notamment cette solution qui s'appelle Mon Pilotage ELEC, qu'on est en train de mettre en marché en ce moment, qui est une solution qui va permettre de s'adapter sur le chauffage électrique en place dans le logement. Donc, il n'y a pas besoin de changer toute son installation. Et puis, avec ça, on va pouvoir programmer pièce par pièce le chauffage et donc abaisser la température quand on n'y est pas pour faire des économies d'énergie. L'ADEME dit 15% avec un système de programmation. Ça dépend toujours de l'isolation et tout ça, mais au moins déjà 15%, c'est intéressant. Et autre intérêt de ce système, c'est qu'il fait ce qui s'appelle de l'effacement. C'est quoi l'effacement? C'est un petit peu compliqué, mais... J'ai vu ce terme en préparant l'interview, mais c'est quoi l'effacement du réseau électrique? Alors, qu'est-ce que l'effacement? Comme le dit son nom, c'est s'effacer un court moment du réseau quand, justement, on est dans cette pointe de consommation. Quand il y a un pic, de consommation, on va quoi? Si on considère qu'on n'a pas besoin de consommer, on va s'effacer du réseau. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est le système qui le fait tout seul pour vous. Et il le fait dans une limite de perception non perceptible pour le consommateur. Et pendant quelques minutes, il va effacer 1, 2, 3 de vos radiateurs pour faire en sorte que, justement, on évite cette pointe. Et cette pointe, peut-être Alexandre pourra confirmer, c'est une pointe qui est très carbonée. Parce que quand il y a ce surplus de consommation, c'est là où on va mettre en œuvre les moyens de production les plus pilotables, les plus flexibles. C'est-à-dire qu'on va chercher quel autre moyen, quelle autre source d'énergie dans ces cas-là? Les centrales à gaz, notamment en France, parce que celles qu'on peut allumer ou qu'on peut moduler plus facilement. Alors que l'éolien ou le solaire, ça marche quand ça marche. Alors, le nucléaire a une possibilité, mais elle est en intermédiaire. On peut moduler un peu, mais pas trop.
Donc à la fin, on arrive avec surtout du fossile au moment où il y a des pics de consommation. C'était quoi votre cahier des charges quand il a fallu développer cette méthode d'étude de l'impact carbone des ménages, en quelque sorte? C'est une grande question parce qu'en fait, on part d'un constat qui est un peu lié au greenwashing, mais ça veut dire qu'on a des entreprises qui vont venir acheter de l'électricité, on va dire, sur les marchés, sans regarder l'origine, pour s'assurer sur le réseau qu'il y a un équilibre. Quand on a un client qui consomme, il faut que ça produise en face. Mais au-dessus, on rajoute une autre couche, et cette couche, c'est des certificats verts. C'est essayer d'assurer aux clients qu'on va consommer l'électricité verte. Et donc, on a des entreprises qui vont aller acheter de l'électricité verte en Pologne, par exemple, imaginons en pleine journée avec un panneau solaire, et qui vont la rajouter, cette couche verte, pour une consommation il y a 2 semaines, en pleine nuit, en France. On voit bien que là, ça ne marche pas, et en plus, ça compte à 0. Alors là, on est vraiment dans le maximum de ce qu'on peut faire ou de mal faire. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que c'est la manière dont le système est organisé aujourd'hui légalement. C'est-à-dire que les gens qui font ça, ils font rien d'illégal. On a le droit de le faire, mais c'est pas cohérent. Mais c'est pas cohérent. Et en effet, cette question de la cohérence spatiale, on dit bien qu'en Pologne, non, l'électricité, elle ne va pas venir jusqu'en France. Donc on peut aller chercher des pays frontaliers ou la France. Pays frontaliers quand il y a des transferts. Ensuite, il y a la cohérence temporelle. Donc je vais acheter un certificat quand il y a une production d'électricité au moment où j'ai ma consommation, donc essayer de coupler les deux. Et après, compter en analyse de cycle de vie. Un panneau solaire, c'est pas 0, il a fallu le fabriquer. Donc par exemple, en France, c'est 50 grammes de CO2 par kilowattheure, et là, on va venir compter 50. Donc en fait, c'est toute cette grande question qui nous a été posée, comment on peut compter sans greenwashing, même s'il peut être autorisé par le système. Et donc là, on est venu vraiment combler ces trous de cohérence spatiale, temporelle et d'analyse de cycle de vie. Et donc, c'est ce qui permet d'évaluer le gain, finalement, la réduction de l'empreinte carbone d'un foyer, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, on va regarder toute la consommation d'un foyer sur l'année. Il y a des moments où Engie aura des garanties d'origine, ces certificats verts. Donc là, on va venir compter le moyen de production associé, s'il est bien au bon endroit au bon moment. Mais quand Engie n'a pas ce certificat vert, on va prendre ce qui reste sur le réseau. Et là, on va compter ce qu'il y a sur le réseau. Et parfois, il y a du carboné. D'accord. Dans les outils, ça a supposé, comment je peux poser cette question, de l'équipement, d'installer des outils, où il y avait simplement les données que Engie pouvait fournir et qui permettaient de trouver ces informations? Je veux bien que vous commenciez à répondre, et puis ensuite Alexandre Joly. Oui, mais en fait, on a beaucoup de données déjà. Nous, on a les données de tout ce qu'on vend à nos clients, et puis on a aussi les données de tout ce qu'on achète pour nos clients sur les marchés. Donc toutes ces données-là, on les a. Et puis le retraitement qui a été effectué, c'est d'utiliser aussi beaucoup de données marché, c'est-à-dire inattaquables. Vraiment, le sujet qu'on voulait, nous, c'était quelque chose le plus pur possible. On ne veut pas vendre du rêve, on veut vendre de la réalité à nos clients. Et on pense que c'est en sachant exactement ce qui se passe qu'ils vont pouvoir agir mieux. On dit beaucoup, j'agis avec Engie, mais c'est vraiment, c'est pas que de la com, c'est vraiment un sujet de ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et donc, c'est ce sujet qu'on a demandé à Alexandre. On lui a dit, comment on peut faire pour justement retraiter ces fameux certificats de la manière la plus pure possible pour qu'on puisse annoncer à nos clients des choses qui vont leur permettre d'avoir une action réellement efficace. Et quels obstacles vous avez dû lever? Est-ce qu'il y a une part d'opacité sur ce marché? Et finalement, il a fallu vous l'avez expliqué un petit peu, mais faire le tri. Alors, en fait, on a la possibilité d'avoir quand même heure par heure la production et tous les modes de moyens de production en France, en Europe potentiellement. Donc en tout cas, on a cette donnée-là de production physique. Et ensuite, on a la partie certificat, là où il y a peut-être un peu plus d'opacité. On a en tout cas des bourses de certificats dans lesquelles on a des données par certificat, qui d'ailleurs nous ont été transmises par Engie, vu que c'est des certificats achetés par Engie. Et tout ça est quand même bien certifié, c'est des certificats. La seule problématique, c'est surtout qu'on n'a pas le niveau de granularité de données qu'on voudrait. Par exemple, les certificats, ils ont une base mensuelle. Ça veut dire que j'ai un certificat dans le mois, je peux l'annuler dans le mois. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'était cet exemple-là. Et donc là, on a dû venir un peu retraiter. Donc ça, c'est en transparence partagée dans les éléments qu'on a transmis. On a fait le mieux possible en fonction des données disponibles. Mais il y a toujours des moyens d'améliorer. Peut-être que demain, on peut espérer que le système changera. C'est quoi l'objectif d'aller encore plus loin? Vous avez parlé de mon pilote élect, c'est ça? Mon pilotage élect, Il y a aussi là une version gaz, c'est ça? Alors, il y a un système sur le gaz. Et sur le gaz, en fait, comme le nombre d'usages du gaz est plus limité, le gaz en France, chez un particulier, c'est essentiellement le chauffage, l'eau chaude sanitaire, un petit peu la cuisson. Du coup, on peut aller même plus loin dans ce qu'on leur propose. C'est-à-dire qu'au-delà de programmer leur système de chauffage,
on va aussi leur permettre de travailler en budget. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que, encore une fois, pour pouvoir agir, il faut comprendre. Et c'est vrai que nos clients, aujourd'hui, on a tendance à les facturer en kilowattheures, en mètres cubes. Et ça, en fait, personne ne sait à quoi ça sert. À moins d'avoir le nez sur son compteur toute la journée. Et d'être, de vraiment étudier ses factures, Exactement. faire les calculs, regarder le prix, l'électricité, etc. pour comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'on on se dit, OK, ça me coûte tant. Et puis, c'est compliqué de comprendre les intrants, ce qui fait qu'on va consommer plus. Par exemple, le fait qu'on peut se chauffer toujours à 19, mais s'il fait 5 degrés dehors ou s'il fait moins 5 degrés dehors, en fait, la consommation n'est pas du tout la même. Mais ça, c'est pas intuitif. Et donc, ce qu'on propose avec mon pilotage gaz, c'est aux clients de calculer leur budget en euros sur l'année. On prend un mois pour faire ça, une fois qu'on a installé un thermostat Netatmo, qui est un thermostat du marché leader en France, qui s'adapte à 99% des chaudières à peu près, et puis un petit capteur. Et à travers ça, en fait, le système va apprendre la manière dont les Français, dont nos clients vivent dans leur logement. Et puis, en fonction de ça, ils vont proposer une estimation budgétaire à l'année. Et si cette estimation, elle est considérée comme trop élevée, eh bien, du coup, le client va nous demander de baisser cette estimation sur son appli. Et nous, en fait, le système va refaire la programmation, c'est-à-dire peut-être abaisser un peu plus la nuit quand les gens dorment ou quand il n'y a personne au domicile, de sorte qu'on puisse justement avoir le meilleur équilibre pour le client entre ce qu'il peut payer et ce qu'il va vouloir avoir comme confort à son domicile. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si je décide de me chauffer à 20 degrés un jour, je vais, alors qu'il fait moins 5, je vais savoir ce que ça va me coûter et ce que je vais consommer en plus, et donc ce que ça va me coûter. C'est à ce point de précision. C'est à ce point de précision. Et ce qu'on va même faire, c'est-à-dire qu'on va en plus vous envoyer des notifications en disant attention, grosse vague de froid en France. On considère que ça pourrait avoir un impact de temps sur votre budget. Est-ce que vous voulez qu'on change les réglages de votre chauffage ou est-ce que vous acceptez le fait que peut-être vous allez payer un peu plus cher ? Et donc, on pense que tous ces éléments-là, et il y a aussi des articles de l'ADEME sur le sujet, c'est qu'en donnant ces informations de manière régulière, précise, en fait, les gens réussissent à adapter cette consommation et du coup, à faire en sorte de la maîtriser. Et donc, ça, la maîtrise, elle est bonne pour plusieurs choses. Elle est bien sûr bonne pour leur budget. Elle est aussi bonne parce que quand ils consomment moins de kilowattheures, et bien, du coup, ils émettent moins de CO2. Et en fait, c'est une démarche de pédagogie. C'est pas avec le levier, évidemment, d'un intérêt financier qui est important. Mais c'est d'abord une démarche de pédagogie. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quasiment le premier levier disponible, sans parler d'hydrogène ou d'avion décarboné. C'est juste de dire, en fait, changeons nos habitudes. Et donc, ce n'est pas le levier seul, mais en tout cas, en l'encadrant, on peut aller chercher des gains d'énergie et de CO2 assez forts. Et sur la partie, cette notion d'effacement dont vous avez parlé, on va être obligé de la généraliser parce qu'il va y avoir une électrification massive de nos usages, donc on devra en passer par là ? Oui, tout à fait. L'effacement, c'est vraiment un des outils de flexibilisation de la demande. Et donc derrière, ça permettra d'intégrer plus facilement les fameuses énergies renouvelables électriques, pour lesquelles les solutions de stockage, c'est compliqué au niveau de ce vecteur-là. Et donc c'est totalement un levier qu'il va falloir pousser dans les décennies à venir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter cette solution co-développée par Engie et Carbone 4. Je vous propose tout de suite un Smart Ideas tout en images.